Dans cette vidéo, on va passer en revue, on va analyser cet ultime épisode de la série Karma. On parlera de cette fin qui a perturbé beaucoup de personnes. On parlera également de l'enchaînement des scènes, ce qui était top et ce qui était un flop. On verra tout ça dans cette vidéo. Mais je tenais tout d'abord à vous remercier d'avoir été nombreux à participer au jeu concours Afrique Market. Donc il y a eu beaucoup de participants et une personne a été sélectionnée, une personne a remporté le beau colis que je vous ai montré dans la revue précédente. Il s'agit de Saran Nabé. Elle a déjà été contactée par Afrique Market et le colis lui sera envoyé. Alors commençons tout de suite cette revue avec la scène d'ouverture. Cette scène qui m'a beaucoup posé problème dès le début comme ça, c'était vraiment ça passait pas pour moi. Je trouve que c'était très bien de sensibiliser. C'était un super message mais juste un wrong timing. En général, j'ai énormément de problèmes avec l'ajout de nouveaux personnages dans les derniers épisodes. Je n'accroche pas. J'ai envie que les choses s'accélèrent, j'ai envie de passer à autre chose. Donc je trouve que cette scène n'avait pas sa place en début comme ça, bam, surtout lorsqu'on considère la fin de l'épisode précédent qui était rempli d'émotions. Donc je m'attendais à être boum, entraînée dans une vague d'émotions. Certes, le message véhiculé à travers la maladie de la jeune fille, c'était émouvant, mais je pense que le but, ce n'est pas justement de faire pitié, mais plutôt de montrer le courage malgré la maladie. Ce qui était très bien par rapport à cette scène, c'est de voir Virginie accompagnée de sa sœur, parce que Virginie, tout au long de la saison, a passé beaucoup de temps avec ses amis. C'est sa relation avec ses amis qui a été beaucoup plus mise en avant que sa relation avec sa sœur. Donc là, au moins, on n'oublie pas en fait que Virginie garde une certaine complicité, passe beaucoup de quality time avec sa sœur. Ensuite, Nathalie nous a lâché une bombe. Je ne peux pas avoir d'enfant. Un choc total parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. On se rend compte que Nathalie, c'est un personnage avec un grand cœur quand même. Mais ce qui m'a dérangé, c'est qu'à travers ces propos là, à travers cette révélation, on retrouve pas la Nathalie confident, la Nathalie qui ne supplie pas un homme, la Nathalie qui connaît sa valeur. Au contraire, ce secret a un peu remis en question sa personnalité de femme forte. Elle avait du coup l'air de quelqu'un qui cachait la vérité pour mettre toutes les chances de son côté, quelqu'un qui a eu peur de se faire rejeter à cause de son infertilité. Nathalie nous dévoile ça à la dernière minute alors que c'est la raison principale pour laquelle elle a divorcé avec son ex-partenaire. Donc c'était une erreur pour moi de cacher ça à la personne avec qui tu comptes faire ta vie. Lui dévoiler ça à la dernière minute comme ça, non. Ça m'a rappelé la série Yai 2.0 où on en a beaucoup voulu aux personnages qui ont caché leur infertilité à la personne avec qui ils comptent fonder une famille. Ce sont des choses qu'il faut dire dès le début. Et c'est pareil pour les hommes ou les femmes qui ont eu des enfants d'un précédent mariage. Dès que tu entames une nouvelle relation, tu le dis à ton partenaire histoire que il ou elle soit au moins prêt mentalement. Je trouve que la deadline était trop juste là pour un homme de famille comme Bati Massamba. Certes, ça ne lui pose pas problème et c'est là qu'on découvre qu'en fait lui aussi il peut pas avoir d'enfant. Ce serait trop drôle. Ils ont parlé de bébé Diarra, du fait qu'il la considère comme son enfant, mais maintenant que Virginie va mieux, elle va partir avec bébé Diarra, elle va partir avec elle à Monaco, c'est sûr. Bati Massamba a également des neveux et des nièces qu'il considère aussi comme ses enfants, les enfants de Isse. Mais c'est jamais pareil en fait. J'ai trouvé que cette histoire entre Bati et Nathalie, cette fin était un peu trop idyllique, pas très réaliste. Ça implique de la polygamie, même s'ils ne le disent pas, sachant à quel point la famille de Bati Massamba est traditionnelle. C'est pour ça que je kifferais un spin-off franchement de ces deux personnages là. Déjà ils ont deux profils hyper intéressants de par leur religion, de par leur famille. Est-ce que Isse serait toujours aussi gentil avec elle, sachant que Nathalie ne peut pas donner d'enfant à son frère, montrer comment Bati Massamba essaierait de rester un homme intègre, un homme de parole face à Nathalie et face à Siam qui ressurgirait dans leur vie. Vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas senti l'alchimie qu'il y avait entre Siam et Bati Massamba. Non, cette scène du bracelet, du foulard, oh attends, c'était magnifique. Tellement bien réalisé, c'était trop beau. Donc peut-être que dans ce spin-off, Nathalie finirait par compromise, à faire des compromis, tout comme Bati Massamba a décidé de compromise pour elle. On peut pas faire comme cette histoire d'infertilité et bénigne dans une série qui a passé une saison entière à parler de naissance et de renaissance, de bébés, de jumeaux, des jumeaux qui sont considérés comme une double bénédiction dans certaines familles, comme dans le cas de Ndeye Marie par exemple, même si je trouve que franchement c'était inutile de lui donner des jumeaux, c'était too much, c'était redondant. Alors le lame, il n'y a pas énormément de choses à
à dire par rapport à cette scène, juste que je trouve que la scène a rendu le titre de l'âme taureau moins important que ce qu'on croyait, quoi. Déjà, l'absence de Leti n'a pas du tout arrangé les choses. C'est bien que le papa ait présenté ses excuses et reconnu la valeur de Bachi Massamba, mais j'aurais beaucoup aimé que Leti soit là, lui qui pendant toute la saison a été brainwashed par son père, quoi. Après, son absence peut s'expliquer par le fait que depuis le début, cette histoire de l'âme taureau a été un conflit générationnel. Donc au moins, Bachi qui parle avec le vieux, avec son tonton, règle tous les problèmes qui ont duré depuis des générations. Ndeye Marie et Boris croisent Aziz à l'hôpital, really? Trop facile. Boris s'attaque physiquement à lui. Cette scène, c'était vraiment pour nous montrer que Boris, il peut être doux, mais en ce qui concerne sa famille, il devient quelqu'un d'autre, comme on l'a vu à plusieurs reprises dans cette saison d'ailleurs. Mais ce encounter a été trop facile, comme par hasard. Aziz les croise à l'hôpital le jour où ils vont faire les tests. Le médecin de Ndeye Marie et Boris, il a bien entendu lorsqu'ils étaient en train de dire que Aziz a violé Ndeye Marie. Ils m'ont violé, ça m'a dit. Non mais... Il connaît bien l'histoire et pourtant, il a voulu impliquer Aziz dans tout ça, lui envoyer les résultats, mais depuis quand? Depuis quand Aziz devait être au courant de ce test de paternité? Boris suffisait amplement, si le test était sorti négatif, ils auraient tout de suite compris que c'est Aziz le père. Donc ce médecin, il a déconné à plusieurs reprises, même s'il a été bon, il a été professionnel dans le cas de Maï et Lamine. Ça nous rappelle les fautes qu'il a commises, comme par exemple son complot avec Bachi Massamba et tout. Je trouve qu'il n'a pas été professionnel en ce qui concerne ce test de paternité. Déjà, il donne les résultats sans avoir bien vérifié tous les éléments, sans attendre l'email, il s'est juste contenté de prendre des résultats que son collègue lui a donné, mais tu vérifies pas. C'était trop frustrant. Déjà, Boris qui vient tout seul récupérer les résultats. Why? Pourquoi? Si au moins on nous avait expliqué que Ndeye Marie avait un empêchement, on aurait compris. Mais elle était à la maison, en train d'attendre avec Maï, donc elle aurait très bien pu accompagner Boris chercher les résultats. Je trouve que c'était un scénario trop facile là. C'était pour créer du suspense, mais ça n'a pas fonctionné pour moi. Ça m'a montré au contraire l'irresponsabilité de Boris qui était prêt à mentir par amour au lieu de juste accepter la vérité. Ensuite, on a eu Aziz qui a débarqué chez les Hanan, un enchaînement mais vraiment frustrant. On se rend compte qu'au final, tout le monde est au courant de cette grossesse que Ndeye Marie tenait à garder secret jusqu'à ce qu'elle soit sûre de la paternité. Ndeye Marie ne tient pas Ami au courant dès qu'elle a les résultats, c'est à Majib qu'elle envoie des messages, alors que Ami a toujours été là depuis le début. En fait, c'était pas logique. On dirait que cet épisode, ces scénarios-là ont été pensés séparément et qui n'avaient rien à voir avec tout ce qui venait de se passer dans les épisodes précédents, quoi. Majib était très présent pour Ndeye Marie, apparemment c'est Boris qui lui a demandé de lui parler et tout, mais depuis quand Majib s'y connaît mieux que Ami en ce qui concerne Ndeye Marie? Ça fait des années que les deux n'ont pas parlé et tout d'un coup, ils deviennent des bestes. Dès que Boris est reparti à l'hôpital et qu'il a eu les vrais résultats cette fois, on ne le montre pas désespérément en train de joindre Ndeye Marie, il appelle tout de suite Majib. On doit insinuer qu'il a déjà essayé de la joindre. Pendant la scène entre Virginie, Ndeye Marie et Majib, on a eu une très bonne utilisation de ce qu'on appelle la technique du Chekhov's gun, le fusil de Chekhov. C'est un principe qui veut que dès qu'on nous montre un objet ou qu'on nous cite le nom d'un personnage, il faut que ça ait de l'importance par la suite, quoi. Et c'est ce qui se passe avec ce ciseau. Dès qu'on nous le montre, on commence à deviner, si on connaît un peu ce principe, que Ndeye Marie va s'en servir. Donc franchement, c'était très bien, ça a augmenté le suspense. Mais là où ce principe n'a pas été appliqué, c'est en ce qui concerne Alexandre. Jusqu'aujourd'hui, on se rend compte qu'Alexandre, on a cité le nom du personnage, mais on sait même pas qui c'est au final. Il fallait même pas qu'on lui donne un nom. Et c'est pareil pour la santé fragile de Aïda Kébé. Pourquoi avoir mentionné une santé fragile si c'est pour au final ne rien faire? Alors pendant cette scène, Majib nous lâche encore une grosse bombe comme Nathalie. Des infos importantes qu'on nous lâche comme ça à la dernière minute, on comprend pas ce qui se passe. Il nous explique donc d'où venait toute cette culpabilité, pourquoi il avait dit à Malika qu'il était à l'origine de la mort de quelqu'un, etc., etc. Mais malheureusement, ça ne me touche pas parce que l'info arrive trop bam comme ça d'un coup. J'ai trouvé même que la scène était trop longue. Lorsque tu vois quelqu'un avec une arme qui essaie de se faire du mal, est-ce que tu restes là à raconter ta vie ou t'essaies d'agir avec urgence? Il aurait pu lui dire non, Ndeye Marie, l'enfant est le vôtre, regarde ton portable, bam, ça aurait été réglé. Mais le mec, il était là, à philosopher, ma vie, Après, bon, c'est du Majib tout craché, toujours à faire le diplomate, là. Virginie, même, qui était sur place, donc on apprend qu'elle a communiqué avec Boris.
Boris, il n'aurait pas pu lui dire de toute urgence qu'en fait, le bébé est le nôtre. Dis-le à Ndeye-Marie, vite, dépêche-toi. Non, il fallait absolument trouver un moyen d'impliquer Majib dans la vie de Ndeye-Marie, quoi. Alors, la scène pendant la nuit, la scène qui a encore plus réveillé les doutes de Ami, hein. Donc, on voit que Alioune est venu faire le moralisateur, là. Franchement, wrong messenger. Alioune, fallait rester où t'étais avec ta femme, là. Parce que t'as rien à dire, toi. On se rend compte d'ailleurs que lui aussi faisait partie du complot entre Dalanda et sa sœur. Par hasard, ils débarquent tous les trois au même moment. Vous voulez me dire que quand Alioune partait là, sa sœur ne l'a pas vu partir ou bien Dalanda ne l'a pas vu? Alioune faisait partie du gang. C'était un trio en fait, même si une fois chez sa sœur, on ne l'a pas vu. Il faisait partie du plan pour faire payer à Ami. C'est pour ça qu'il était tellement sûr qu'elle allait recevoir son karma. La production a peut-être décidé de mettre les deux femmes en avant, donc Dalanda et la sœur de Alioune, pour encore plus accentuer le côté revanche entre femmes. Mais Alioune faisait partie du plan. Parce que là, on constate que Ami n'était pas chez elle, hein. Elle était sortie, elle était dehors et elle essayait de rentrer chez elle. Donc comment est-ce qu'ils ont pu tous les trois savoir où elle se trouvait? J'aurais compris si Alioune était venue chez elle parce qu'il connaît sa maison. Donc c'est sûrement Dalanda qui a trouvé son location, comme elle est un peu investigatrice, journaliste. Alioune et son gang avaient clairement une position d'antagoniste. En plus, cette scène m'a renvoyé à l'insécurité qui règne dans la ville, l'insécurité dont on a parlé depuis le début de la saison, dont Majib a été victime. Venir agresser les gens la nuit comme ça ne se fait pas. Et malgré tout ça, malgré l'insécurité qui règne, Ami laisse entrer la journaliste chez elle. Déjà, ce qu'on constate, c'est qu'elle est de retour dans son appartement, donc elle a rempli sa mission chez Aïda Kébé et ça y est, elle est de retour dans cet appartement qui ne lui rappelle que du négatif. Dès qu'elle revient dans cet appartement, il n'y a que des ondes négatives qui la suivent, quoi. Ami n'a retenu aucune leçon de tout ce qui s'est passé. Malika a tenté de la poignarder et pourtant, elle accepte quand même de laisser entrer des gens. Non. Quand Ami arrive donc chez la sœur de Khadija, on nous lâche encore une bombe. On se rend compte qu'en fait, Sorna Khadija a une histoire qui la lie avec Djibo et pas vraiment Aïda. Malgré qu'aujourd'hui Djibo ne soit plus avec ce copain, cette étiquette de voleuse de mari lui reste collée à la peau. Donc c'est pas parce que Ami quitte Majib que les gens vont arrêter de la juger, hein. Ce sera comme sa mère. Je vous invite d'ailleurs à regarder le live qu'on a tenu samedi passé où il y a eu des interventions vraiment intéressantes. On a parlé de tout ça, on a développé un peu plus dans le live. Lorsque Dalanda, la journaliste, pète un plomb, je comprends même pas comment cette situation a pu escalader alors que Ami avait des preuves. Elle a le message de Dalanda en train de lui dire Honte, c'est ouvert. Il suffit de montrer ça pour que la police comprenne que c'est Dalanda qui lui a demandé d'entrer. Le policier, il était là. C'est compliqué cette fois-ci. Compliqué de quoi? Elle a le message qui lui prouve que la personne lui a demandé d'entrer. Alors, la scène d'anniversaire chez Ami, mais le choc lorsqu'on voit une jalousie de nulle part qui commence à s'installer dans sa tête. Ami commence à avoir des idées sombres. Elle porte du noir, hein, ce qui m'a renvoyé à la première saison. Quand c'était vraiment sa couleur, hein, le noir, on se rend compte que Ami a un déclic à ce moment-là. C'est vraiment une surprise, surtout que juste avant, ils portaient du vert tous les deux, hein, avec Majib. Donc, c'était une scène pleine d'espoir, pleine d'amour. Et là, bam, le doute s'installe de nulle part. J'aurais kiffé s'ils avaient développer ça un peu mieux. S'il nous avait montré une amie qui doutait dans des épisodes précédents, sans pour autant gâcher le suspense du final qu'on a eu. Cette jalousie avait l'air de sortir de nulle part. Pendant cette scène d'ailleurs où il y avait tout le monde chez elle, j'aurais kiffé voir Aïcha et Ziggy. Oh my god. Ça aurait été l'occasion pour nous d'être sûrs que Aïcha n'en veut plus à Ami, d'être sûre qu'elle a fait la paix avec elle, hein, parce que son niveau de disrespect envers Ami et envers Djibo, c'était du high level. Et c'est cette image que je garde d'Aïcha malheureusement. Je me demande comment elle compte faire sa vie avec Ziggy alors qu'elle a manqué de respect à la mère et à la sœur comme ça. La scène du mariage de Nathalie, l'épisode tirait déjà presque à sa fin et je commençais à me dire oh non, encore une scène de mariage, ça y est, ça va encore se finir en mode ils vécurent heureux, happily ever after. J'avais tellement la mine serrée tout au long de ce truc de mariage là. Les filles étaient magnifiques, hein, tout était beau, mais c'était trop redondant. C'est bon, à chaque fin de série, on a une célébration de mariage. C'est bien d'étaler la culture, de montrer les traditions. C'était l'occasion de faire la pub de Elite aussi. Mais à chaque fois, il y a un mariage. C'est quoi mariage Wesh. Du coup, j'étais bien contente quand il y a eu la scène qui nous a tous brisé le cœur, là, la rupture de Majib et Ami. Ça m'a fait mal au cœur. Hein. J'étais tellement énervée. Oh. Après nous avoir montré tous les sacrifices du couple, tout ce qu'ils ont traversé, vous nous faites ça. Ils nous ont brisé le cœur. Et moi, j'aime ça. J'aime bien les fins qui font mal. Franchement, les happily ever after, j'en ai marre.
Déjà, je trouve que cette série manquait un peu de drama. C'était trop idyllique par moments, on pardonnait trop facilement certains, certains ils s'en sortaient, comment il s'appelle l'autre là? Kanye, finalement, elle s'en sort très bien. La mère de l'ami, n'en parlons pas. Donc, c'est vraiment une rupture qui a remis beaucoup de choses en question. On n'a plus envie de croire au coup de foudre, au destin, au pardon divin, à la seconde chance. Tous ces messages positifs que la série a véhiculés tout au long de ces saisons disparaissent avec la rupture de ce couple. Eux aussi avaient le droit d'être heureux en fait lorsqu'on prend en compte leur parcours, lorsqu'on regarde comment ils ont mûri, tout ce qu'ils ont sacrifié. Il y a eu un peu de redemption quand même. Mais tout ça n'a malheureusement pas suffi. Je vous invite à regarder le live où il y a eu des participations très pertinentes de ceux qui étaient pour cette fin et ceux qui étaient contre. Franchement, il y a d'excellents arguments des deux côtés, que tu sois pour ou contre cette fin. Je trouve que overall, c'était une très bonne façon de finir la série Karma, même si c'est une fin hyper injuste. Le message reste fort, le message sera marquant. On va s'en souvenir de Karma. Mais ce qui m'a quand même gênée, c'est Amy qui dit qu'elle choisit Ndeye Marie. Choisir entre l'amitié et l'amour. Elle aurait dû dire « Je me choisis moi ». C'est tout. Choisis-toi toi-même. C'est ta conscience à toi qui te gênait. C'est le pardon de soi qu'il te fallait. Donc tu t'es choisi, toi, tu as choisi d'avoir la paix. Dans une revue précédente, je vous disais que mine de rien, la série nous a montré à plusieurs reprises que l'amitié est plus fort que l'amour. On le voit très bien dans cet épisode final. Sauf que rien n'empêchait Amy d'avoir les deux. Il n'y avait pas de choix à faire entre l'homme de sa vie et son ami. Comme une intervenante l'a dit dans le live, at the end of the day, toutes ses amies vont retourner dans leur foyer aux côtés de leur mari. Mais Amy, elle aura quoi to hold on to? L'amitié, ok. Tout comme sa mère, tout comme Djibo, il va lui falloir du temps pour se remettre avec quelqu'un. Même si une bonne personne se présente, Amy ne sera pas forcément prête pour se remettre en couple. On l'a vu avec Djibo. Elle a finalement fait le mauvais choix de se marier avec un monstre et vivre des années avec lui dans un mariage hypocrite. Et Bachir, de son côté, tout comme Majib, méritait le bonheur quand même. Lui aussi était tellement désolé de tout le mal qu'il a causé à Jeanne, mais au final, il n'a pas fini avec la femme de sa vie, malgré l'absence d'Anita. Franchement, la solution pour Amy, là, ce serait de quitter le Sénégal, parce que rester sur place n'arrangera pas du tout les choses. Son frère, Boris, est marié à sa meilleure amie, qui est l'ex-fiancé de l'homme de sa vie, l'homme de sa vie, qui est le meilleur ami de son frère. Enfin, comment tu comptes te sortir de ce cycle? Comment elle compte y échapper? Il faut qu'elle get out of there, get out of the country, that's it. Ce qui m'a énervé encore plus par rapport à cette fin, c'est qu'on se rend compte que Aïda Kébé s'en sort bien quand même. Je vous disais vers la fin que finalement je suis pas satisfaite. Elle n'a pas réussi à me convaincre qu'elle était sincère. En plus, comme je l'ai dit, pourquoi avoir soulevé la fragilité de sa santé pour au final ne rien en faire, à part peut-être pour qu'on ait un peu de peine pour elle, tu sais, pour qu'il ne lui arrive rien. Certes, son karma, c'était le fait que Majid tombe amoureux de la fille de son ennemi, mais au final, elles sont devenues des BFF. Elle l'a même aidé à combattre Khadija et tout. Donc je trouve que les darons, surtout elles là, s'en sortent un peu trop bien. Il faut qu'ils apprennent à assumer aussi parce que tout est parti d'elle. Au lieu de nous montrer un Majid complètement effondré à la fin par exemple, j'aurais kiffé le voir pleurer comme un bébé dans les bras de sa mère, qui s'effondre aussi, qui pleure aussi et se rend compte au final que c'est elle la vraie cause du malheur de son fils préféré. Malheureusement, at the end of the day, l'amitié des filles n'est pas une amitié qui me fait rêver. Dans cette saison, chacune était un peu de son côté, chacune a géré ses problèmes à sa manière. Jusqu'aujourd'hui, personne n'est au courant de l'histoire mystique qui s'est passée avec bébé Saliou. Après, ça peut traduire aussi une certaine maturité avec des filles qui choisissent pour une fois de régler leurs problèmes entre familles. Mais justement, ça montre l'importance d'avoir une famille, d'avoir un conjoint qui sera ton bras droit. Chose que Amy n'aura pas. Amy, you messed up this time. La dernière scène au marché était très belle. Il y a eu l'utilisation du book-end technique, la technique du serre-livre, super bien exécuté. Tu sais, c'est comme mettre des serre-livres, des book-ends sur les bibliothèques, tu sais, à la fin pour tenir les livres. C'est l'image, en fait, c'est une technique qui est souvent utilisée dans les grands films. On l'a vu récemment avec la série Salma. La fin et le début étaient parallèles. Ça a été utilisé dans les films comme The Truman Show à l'ancienne, là, vous connaissez, non? Dans ce film, on retrouve la technique du serre-livre dans la réplique et pas dans l'image. Le personnage joué par Jim Carrey nous balance la
même réplique au début et à la fin. Vraiment intéressant. Cette technique est aussi utilisée dans Titanic, ça a été utilisé dans Forrest Gump, ça a été utilisé dans 1917, ça a été utilisé dans Gone Girl. Très très utilisé et j'adore, moi je kiffe quand les réalisateurs utilisent ça parce que ça résume bien le parcours du personnage en fait. Le parcours d'Amy a été très bien résumé. C'était beau de voir une Amy qui renaît en comparaison au deuil qu'elle a dû faire face dans la première saison. D'ailleurs, dans la première saison, cette scène d'ouverture, c'était la meilleure ever pour moi. Avec cette fin, on constate que Amy commence et finit son parcours au même endroit, mais elle en ressort complètement changée, hein. Ce n'est plus du tout la même personne. Mais le problème avec cette technique, c'est que ça donne l'impression que le personnage est justement piégé dans un cycle, hein. Un cycle sans fin, puisqu'elle revient encore au point de départ. Donc, est-ce que le karma est vraiment brisé? Je vous laisse y répondre dans les commentaires, hein. Dites-moi si vous pensez qu'au final, ce karma a été rompu ou pas. Maintenant, je vais lire quelques commentaires parce que je vous ai demandé ce que vous avez retenu de cette série, pas seulement de la fin, mais de toutes les saisons, hein. On va commencer avec Syrah Bayo qui nous dit que moi j'ai retenu que seul l'amour ne suffit pas dans une relation. Zildou, elle, a retenu que l'amitié est plus importante qu'un amour sans fondation solide. Et ça c'est vrai, c'est d'ailleurs quelque chose qui a posé problème à beaucoup de personnes. Comment ce couple Majib-Ami a été formé dès le départ? Beaucoup n'ont pas oublié, c'est ce que vous me disiez dans le live d'ailleurs. Kanye a retenu que Marodi ne respecte pas les heures et les jours de diffusion et que l'amitié est plus fort que tout. Franchement, Marodi et ses heures de diffusion. Prévenez au moins en avance pour qu'on soit prêt. Le pire, c'était le samedi où l'épisode devait être diffusé. Là, j'avais bloqué mon samedi comme ça. C'est pour ça, des fois, tu as envie d'organiser des choses, mais tu te dis, hey, si je compte sur Marodi, la déception que je vais avoir. La dernière fois que j'ai organisé quelque chose, c'était par Zoom, hein. Mais on a poireauté en attendant que l'épisode soit diffusé. Et je trouve ça regrettable. Ensuite, le dernier commentaire de Saomé. Je retiens que la bonté et l'intégrité ne sont pas données à tout le monde et que quelle que soit la difficulté des épreuves qu'on traverse, c'est des valeurs à garder précieusement comme des maris. Je retiens qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, surtout briser les gens au nom de l'amour, car l'amour à lui seul ne suffit pas. Magnifique série. Voilà ce que j'avais pour vous concernant cet épisode ultime. Je tenais à vous remercier d'avoir toujours été au rendez-vous pour les analyses et pour les revues. Merci beaucoup pour vos commentaires pertinents, pour vos points de vue différents. Merci à Ella Sissoko pour son travail, hein, parce que personne d'autre que lui n'aurait pu adapter cette chronique comme il l'a fait. Merci à la personne qui a fait le casting. Oh my God. Merci. Un casting, t'as peur. Un casting magnifique, des acteurs qui correspondent exactement au rôle. Majib, perfect. Amiléa, perfect. Tous des Marie Maï. Excellent choix. Comme quoi, hein, le casting là. Si tu rates ton casting, tu rates toute la série, je te jure. Franchement, bravo à tout le monde, bravo à Elash qui a accompagné ces acteurs. Parce que lorsqu'on regarde les messages des acteurs, il n'y a qu'une personne qui revient à chaque fois et c'est toujours Elash Sissoko. Marodi devrait faire une rubrique spéciale Behind the Scenes. En tout cas, merci à tous, merci à la team Karma et on se retrouve très bientôt pour d'autres analyses. Stay safe and stay blessed. Bye!